va commencer. Bonjour tout le monde. 92% des entreprises, selon une récente étude de Gartner, considèrent ne pas être en contrôle de leurs informations sensibles et font face à des risques d'exfiltration et considèrent que ça représente une majeure, une priorité pour l'année à venir 2024. Je m'appelle Charles Mayotte, je suis directeur des services professionnels en environnement de travail moderne chez ETI. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sergio Londono, qui est un architecte en environnement de travail moderne chez nous et expert des solutions Microsoft Purview. À main levée, qui ici se considère en contrôle des informations sensibles qu'il détient et ne font pas face à des risques d'exfiltration? On est en pleine recherche de candidats pour des emplois. C'est dommage, j'aurais aimé ça voir quelques mains se lever. Ça aurait pu être des candidats potentiels pour rejoindre l'équipe. Mais ça fait écho à l'étude de Gartner. En fait, on réalise de nos jours que même depuis des années, les problèmes d'exfiltration sont majeurs, puis les solutions technologiques, jusqu'à maintenant, n'ont pas nécessairement suivi ce besoin-là, de par la complexité que ça peut représenter. L'objectif qu'on se donne aujourd'hui, Sergio et moi, c'est de vous offrir un survol de comment les solutions Microsoft Purview peuvent vous aider à reprendre le contrôle de ces informations-là. Donc, la façon qu'on va vous présenter ça, dans un premier temps, on va faire un retour sur le contexte actuel puis les défis que ça représente pour vous autres en tant qu'entreprise. Ensuite, on va faire un survol de la solution Microsoft Purview d'un point de vue plus théorique pour vous donner les bases, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est Microsoft Purview. Puis, on va garder une bonne partie de la présentation pour vous montrer des cas d'utilisation concrets sous la forme de démonstration. Sergio monte un laboratoire dans lequel on a des différents postes de travail, puis on peut vivre l'expérience utilisateur, puis voir comment est-ce que Microsoft Purview peut concrètement protéger vos données, puis de quelle façon l'utilisateur va vivre cette expérience-là. On va finir avec une période de questions. Là, vous m'excuserez, tout au long de la présentation, habituellement, j'aime offrir aux gens la possibilité de poser des questions. On va le faire un peu différemment aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même à assimiler. Même si on essaie de simplifier la présentation. Donc, les réponses vont vous être fournies, je pense, au fur et à mesure que la présentation va se faire. Puis aussi, dans la présentation de la démonstration de Sergio, je pense que vous allez aller chercher beaucoup de réponses à vos questions. On va quand même se réserver un temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a toujours. Donc, premièrement, dans quel contexte est-ce qu'on est aujourd'hui? Puis, c'est quoi les défis que ça peut représenter? Premier constat. Les enjeux des entreprises débutent par le fait qu'elles possèdent des informations sensibles, qui peuvent être des contrats, des informations financières, des informations personnelles sur vos employés, peut-être des informations personnelles sur des clients, de la propriété intellectuelle. Donc, chaque type d'entreprise a différentes informations sensibles qu'elle se doit de protéger. Et le problème suivant, c'est que ces informations-là ne sont pas centralisées dans un seul et même répertoire sur un serveur de fichiers, par exemple. Il y a de l'information sur vos serveurs de fichiers, il y a de l'information dans des applications, dans des bases de données, il y a de l'information dans des applications cloud aussi, Microsoft 365 ou autres. Puis, le problème qui suit, c'est qu'on n'a pas l'inventaire de ces informations-là. On ne sait pas ce qu'on a, puis où elles sont, ces données sensibles-là. Donc, le défi d'en avoir le contrôle est énorme. Il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on part et avoir un inventaire, puis ça, c'est tout un défi. Pour une petite entreprise, on peut imaginer que tout est centralisé sur le serveur de fichiers ou dans une application, puis on peut se limiter à ça. Mais au-delà de ça, pour des entreprises de quelques centaines, voire des milliers d'utilisateurs, le défi est énorme. L'autre défi, c'est qu'on est amené, dans les opérations quotidiennes, à devoir partager de l'information sensible avec l'externe. Des partenaires d'affaires, peut-être un bureau de comptables qui font vos états financiers, à qui on doit envoyer des informations financières, un bureau d'avocats. Puis là, on peut imaginer un simple collaborateur qui travaille avec vous sur des projets d'importance, mais ils ont besoin d'avoir accès à certaines de ces informations-là. Et on fait face à un problème de contrôle d'accès qui est limité parce que jusqu'à aujourd'hui, la façon de protéger ces informations-là, c'est en protégeant le contenant. Donc, par exemple, un serveur de fichiers, on a un répertoire, on gère les droits sur le répertoire.
pas sur l'information en tant que telle. Donc, à partir du moment où l'information est sortie de ce répertoire-là, on fait face à des risques d'exfiltration, puis on perd le contrôle complètement de ces données-là. Donc, une fois la donnée sortie, elle peut être dupliquée, elle peut être mise... On a un exemple là, avec un géant dont je vais taire le nom, mais qui a un logo vert. Une fois que la donnée est sortie, ça a dégénéré assez vite. Il n'avait plus le contrôle de cette information-là. Puis, à la source, c'est ça le problème le plus important. C'est la façon dont on protège ces informations-là qui doit être revue complètement, puis qui a donné des défis énormes aux manufacturiers, aux développeurs de solutions technologiques, parce qu'ils n'étaient pas préparés à protéger les données de cette façon-là. Les conséquences pour les entreprises, bien, ça peut être des conséquences de propriété intellectuelle. Peut-être que vous faites du développement, de la recherche et développement, vous avez des solutions. Si cette information-là n'est pas maîtrisée, n'est pas sécurisée, bien, vous pourriez avoir une drôle de surprise, puis peut-être que ça pourrait changer le cours du développement de votre entreprise. Vous pouvez faire face à des poursuites légales, des engagements contractuels que vous ne pourriez pas respecter parce que vous ne maîtrisez plus cette information-là qui vous a échappé. Vous mettez à risque vos employés parce que vous avez leurs informations personnelles, numéro d'assurance sociale, date de naissance. Pour le dépôt de la paie, vous avez les comptes bancaires. Ça va encore plus loin que ça. Vous mettez à risque potentiellement des clients pour qui vous avez de l'information, ne serait-ce qu'un numéro de carte de crédit. Vous pouvez, par conséquent, faire face à des poursuites judiciaires. Une question de réputation aussi dans le marché qui peut vous affecter de par les conséquences. Enfin, c'est une conséquence une conséquence des conséquences, dis-je, de tout ce que je viens de présenter. Et ultimement, bien, ça vous met dans une situation où vous pourriez avoir des difficultés financières qui peuvent être quand même d'importance. Encore une fois, je fais référence à notre grand groupe au logo vert. On compte par centaines de millions. Le simple incident qui est arrivé un après-midi, 2 semaines, dans leurs locaux. Selon une étude de IBM, en 2022, le coût moyen d'une exfiltration de données pour une entreprise canadienne s'est élevé à 7,6 millions. Ça, c'est une enquête qui a été faite auprès de 550 entreprises qui ont pris le soin de partager les conséquences d'une exfiltration auxquelles ils ont fait face. Donc, c'est dire comment le problème est gros et comment ça peut même mettre à risque la survie d'une entreprise. Le gouvernement, considérant ça, a mis en place une loi qu'on appelle la loi 25, que vous avez certainement entendu parler, qui fait écho à d'autres lois du genre qui ont été mises en place à travers le monde. Okay? Il y a un grand mouvement au niveau des gouvernements pour mettre en place de la réglementation pour s'assurer que les entreprises se responsabilisent face à la façon dont ils traitent les données d'autrui. Okay? Première chose à savoir, c'est une loi qui est déjà en fonction et qui s'applique à toutes les entreprises. Donc, vous ne faites pas exclusion de ça. Vous avez la responsabilité de respecter cette loi-là. Il y a plusieurs exigences. Des exigences de nature plus de gouvernance, je dirais, par exemple, comme identifier quelqu'un qui va être responsable des politiques de traitement des informations confidentielles dans votre entreprise. Vous devez, par exemple, rédiger des politiques sur la façon que vous utilisez ces informations-là. Vous devez les publier sur votre site Web. Donc, il y a tout un cadre légal à respecter de gouvernance pour pouvoir respecter les exigences de la loi 25. Mais il y a aussi des exigences qui ne peuvent être répondues que par la technologie pour une majorité d'entreprises. Entre autres, vous devez avoir un inventaire de où sont les informations sensibles que vous détenez, ou je dirais plutôt les renseignements personnels, parce que c'est vraiment en lien avec les renseignements personnels. Donc, où sont ces renseignements personnels-là? Et comment est-ce que vous faites pour les protéger? Vous devez prendre action pour trouver une façon de protéger ces renseignements-là pour respecter la loi. Puis, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que la loi ne vous dit pas que vous allez être puni s'il y a une exfiltration chez vous. Donc, on comprend qu'il peut y avoir des circonstances qui mènent à ça parce que les hackers et les gens qui sont mal intentionnés sont continuellement en train de se réinventer et de trouver de nouvelles façons de faire. Okay? Sauf que vous devez pouvoir démontrer que vous faites un minimum essentiel pour vous responsabiliser face à ça, puis que vous mettez les moyens en place pour éviter que ce genre de situation-là survienne. Pour mettre du sérieux sur cette loi-là, le gouvernement peut imposer des sanctions. Et ça peut aller jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, ce qui est énorme. Donc, c'est dire comment le problème est grand et
comment toutes les entreprises doivent prendre au sérieux le besoin de sécuriser les informations personnelles qu'elles ont sur leurs clients, leurs employés et autres. Donc ça, c'est une petite mise en contexte que je voulais faire, qui nous amène à Microsoft Purview, parce que Microsoft, toujours à l'affût des besoins dans le marché, bien, ils ont développé des outils pour permettre aux entreprises de reprendre le contrôle de ces informations-là puis de les protéger adéquatement. Donc, Microsoft Purview, ce n'est pas une solution, c'est une famille de solutions. Je dirais avec un bon niveau de complexité, puis je ne veux pas qu'on aille là aujourd'hui, je ne veux pas vous donner mal à la tête à 11 h du matin, la journée du City, mais c'est dire comment les solutions sont quand même complètes et complexes, puis aujourd'hui, on va survoler principalement la portion des solutions Microsoft Purview qui est en lien avec la protection des informations sensibles dans votre entreprise. Donc, comment Microsoft voit le cheminement vers une prise en contrôle des informations sensibles? Ça se fait en 4 étapes. Première étape, connaître vos données. Qu'est-ce que vous avez comme données sensibles dans votre entreprise? Puis où est-ce qu'elles sont? Donc, on parlait d'inventaire tantôt, c'est directement en lien avec la loi 25. Donc, être en mesure d'identifier où sont les informations et quel type d'informations est-ce que vous avez dans l'entreprise. Deuxième étape, une fois ces informations-là identifiées, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de sécuriser ces informations-là. Donc, trouver une façon d'imposer de la sécurité sur ces informations-là pour éviter qu'il y ait des risques d'exfiltration ou d'abus de ces informations-là. Troisième point, bloquer l'exfiltration potentielle de ces informations-là. Donc, on a beau les protéger, ces données-là, rien n'empêche à quelqu'un d'exfiltrer de l'information, d'envoyer un courriel à quelqu'un ou un chat à quelqu'un avec de l'information sensible sur des personnes ou sur votre entreprise. Et ultimement, savoir bien gouverner l'information sensible dans votre entreprise. Je vais prendre le soin d'aller dans chacune de ces étapes-là pour vous donner un aperçu de comment Microsoft Purview fait les choses de ce côté-là. D'abord, sur les considérations pour découvrir vos données. Première chose, quel type d'informations sensibles est-ce que Microsoft Purview est capable de détecter? Premier type d'information sensible, plus pertinent, les renseignements personnels. On parle de numéro d'assurance sociale, on parle de date de naissance, on parle de numéro de permis de conduire, on parle de numéro de carte d'assurance maladie, numéro de passeport. Il y en a multiples et ces types de numéros-là varient d'un pays à l'autre. Mais tous ces types d'informations sensibles-là, d'entrée de jeu, sont disponibles dans Microsoft Purview pour vous, déjà tout préconfiguré. Numéro de carte de crédit, numéro de compte bancaire, et là, j'en passe parce que la liste pourrait être longue. On peut trouver des adresses IP, on peut trouver, par exemple, des informations qui auraient un code de projet qui serait le nom d'un projet sensible chez vous. Disons, projet de Tomahawk. Bien, tout ce qui contient Tomahawk va être identifié et cartographié dans votre environnement. Puis, on a la possibilité de créer des types d'informations sensibles sur mesure. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, des approches de regex ou autres. Si vous avez des noms de contrats ou quoi que ce soit qui est pertinent pour vous, vous pouvez le définir dans la plateforme pour que dans l'analyse des données, bien, ces informations-là soient identifiées puis vous soient remontées. Et même maintenant, une nouvelle approche qu'on appelle Trainable Classifiers. Je n'ai pas la traduction en français, mais en fait, ce que c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour dire à la plateforme, « Hey, voici un répertoire là, avec une 50aine de documents que je considère sensibles, mais pour lesquels je n'ai pas nécessairement un nom ou qui revient ou un numéro qui revient. S'il te plaît, analyse ces documents-là, fais-toi une tête sur ce que ça ressemble, puis essaie de détecter des documents semblables dans mon environnement. » Donc là, on est plus dans le flou. On utilise l'intelligence artificielle pour que, de façon intelligente, la plateforme puisse aller trouver des informations sensibles dans votre environnement. Et là, j'en passe, parce qu'il y en a vraiment là, des douzaines et des douzaines, puis vous pouvez en ajouter des tonnes. Donc, type d'informations sensibles, énormément de latitude pour trouver ce que vous voulez. Et, ultimement, les informations, on peut les rechercher où? On peut les rechercher dans la plateforme Microsoft 365, dans les courriels, dans les fichiers et autres. On peut les trouver sur vos serveurs de fichiers à l'intérieur. Donc, ça ne se limite pas à Microsoft 365. Si vous avez des serveurs de fichiers à l'intérieur de votre environnement, ils peuvent être analysés par Microsoft Purview pour vous remonter quelle information sensible dans ces serveurs de fichiers-là vous détenez. Et ça continue d'évoluer. Il y a Azure Purview qui vous permet même de trouver de l'information sensible dans vos bases de données SQL, dans du Azure Data Lake,
dans des blobs, dans des Azure Files, puis ça va même jusqu'à aller dans AWS si vous utilisez AWS S3, par exemple. Donc, au bout du compte, avec la découverte de données, vous arrivez avec un résultat qui est une cartographie de vos informations sensibles, qui vous dit quelles informations sensibles vous avez, de quelle nature et à quel endroit. C'est le point de départ. Ensuite, Microsoft est arrivé avec une façon de protéger ces données-là qui se base sur ce qu'on appelle des étiquettes de confidentialité. Donc, l'objectif de l'étiquette de confidentialité, c'est qu'elle soit associée à une donnée, pas à un répertoire, à une donnée. Donc, on peut dire, par exemple, bon, tel fichier, c'est une donnée confidentielle dans mon entreprise ou c'est une donnée financière. Puis ces étiquettes-là, on en a un exemple là, que j'ai mis ici, mais ils sont personnalisables, donc vous pouvez définir vos propres types de données que vous pourrez utiliser pour associer à vos propres types d'étiquettes, que vous pourrez associer à vos données pour les classifier. Parce qu'ultimement, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est classifier les données pour avoir une cartographie qui nous dit quel type de données est-ce que j'ai dans mon environnement. La grande force, par contre, de ces étiquettes-là, c'est que vous pouvez aussi utiliser l'étiquette pour protéger la donnée. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'application de l'étiquette, par exemple, je prends l'exemple du fichier, l'application de l'étiquette sur le fichier va chiffrer le fichier et va le protéger pour qu'il soit lu que par les personnes qui sont concernées. L'application de cette étiquette-là peut contrôler ce qui peut être fait avec le fichier. Par exemple, un fichier dans lequel on a, peu importe les informations sensibles, pour une personne, peut-être que la personne a besoin d'éditer le fichier, de l'imprimer au besoin, puis elle a plus de latitude. Pour une autre, peut-être vous voulez l'empêcher d'en enregistrer une copie, de copier-coller à l'extérieur du fichier de l'information sensible, peut-être même l'empêcher d'imprimer. Donc, il y a cette latitude-là, vous pouvez contrôler ce que l'utilisateur final peut faire avec le fichier. Puis la grande distinction, c'est que l'étiquette et la protection s'appliquent sur la donnée et non sur le dossier. Ce n'est pas le conteneur qui est sécurisé, c'est la donnée. Donc, si vous prenez un fichier sur lequel il y a une étiquette, l'étiquette est persistante. Vous en faites des copies sur des clés USB, vous en distribuez à tout le monde dans la ville. Personne ne va être en mesure de lire cette information-là parce qu'elle est chiffrée. Elle va devoir venir s'authentifier dans votre environnement pour pouvoir justifier l'utilisation de la donnée. Elle est là la grande distinction entre la façon qu'on a l'habitude de sécuriser les données, en sécurisant les conteneurs, et la nouvelle façon proposée par Microsoft Purview, qui est de sécuriser la donnée en gardant le contrôle de la donnée, même quand elle est en dehors de votre environnement. Ces étiquettes-là, il y en a différentes sortes. Okay? Elles peuvent s'appliquer à des courriels, pour chiffrer des courriels, contrôler les données dans des courriels. Peuvent s'appliquer à des fichiers, peuvent s'appliquer à des tableaux Power BI, par exemple. Peuvent s'appliquer à des rencontres Teams, pour contrôler qui peut, par exemple, écouter l'enregistrement d'un meeting Teams. Elles peuvent s'appliquer à des sites SharePoint. Elles peuvent s'appliquer à des données Azure et encore plus. Donc, ça continue de se développer. C'est l'approche sur laquelle Microsoft mise pour la protection des données, peu importe leur nature, puis peu importe où elles sont. Troisième étape. Une fois qu'on a sécurisé nos données, bien, il faut quand même faire une certaine analyse de l'exfiltration potentielle de données confidentielles parce qu'elle peut venir simplement de quelqu'un qui envoie un chat ou un courriel avec de l'information sensible dedans sans que ça ait été, sans que la source soit vraiment un fichier ou une donnée qui est enregistrée dans votre environnement. Donc, ça s'applique aux envois de courriel, ça s'applique à des partages de fichiers. Donc, au moment du partage de fichiers, la plateforme va analyser est-ce qu'il y a de l'information sensible dans le fichier? Si oui, quelle action je prends? Des conversations Teams, un simple chat va être analysé. Et des tentatives d'exfiltration depuis un poste de travail. On pense, par exemple, à des collaborateurs externes ou à des gens qui accèdent à l'information à distance, pouvoir prendre un fichier puis le sortir pour le mettre, par exemple, sur son Google Drive personnel, bien, il y a un contrôle ici qui est fait à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de flexibilité au niveau des actions. On peut, par exemple, simplement superviser les exfiltrations qui sont faites pour en avoir au moins des logs d'activité. On peut bloquer, imposer un blocage, mais on sait que de nos jours, les entreprises ont l'habitude de partager des informations, puis ça fait partie des opérations d'affaires qui sont importantes. On ne peut pas, d'entrée de jeu, bloquer tout, puis imposer ça aux gens, puis affecter les opérations de l'entreprise. Donc, il y a une progression qui est possible, puis on peut donner de la latitude, par exemple, dire à un utilisateur « Hey, tu es sur le point de partager des informations sensibles, on t'encourage à ne pas le faire, mais si tu insistes, tu peux apporter une justification qui est mise dans les logs d'activité auxquels vous avez accès et l'information va être partageable au final, après que
l'employé ait pris un engagement de responsabilité en donnant sa justification. L'avantage de ça, c'est que ça ne requiert pas qu'il y ait eu une protection des informations à la base. C'est un contrôle qui est fait, je dirais, à la frontière de votre environnement, autant sur les postes de travail, les courriels, les fichiers et autres. D'autres façons qu'on peut gérer l'exfiltration de données, c'est par exemple en restreignant des téléchargements. Vous avez un collaborateur externe, il doit se connecter dans une équipe Teams à qui vous y avez donné accès, bien, vous pouvez limiter l'utilisation ou les fonctionnalités qu'il peut utiliser dans cette équipe Teams-là. Par exemple, de dire, bien, ils peuvent se connecter dans leur navigateur, ils peuvent éditer des fichiers, ils peuvent les visualiser, mais en aucun cas, ils peuvent télécharger ou synchroniser les fichiers. Donc, on a un contrôle à ce niveau-là. Un autre exemple, c'est de dire que si quelqu'un se connecte d'un poste de travail qui n'est pas un poste de l'entreprise, qui est géré puis qui est conforme à vos exigences de sécurité, bien, on ne lui donnera pas accès à certains sites SharePoint ou à certaines applications de la suite Office 365 ou même d'autres types d'applications. Donc, il y a des moyens à ce niveau-là vraiment de réduire les exfiltrations potentielles. Le dernier point, je vais passer rapidement parce que c'est moins le point de concentration pour aujourd'hui, mais c'est la gouvernance des données. C'est-à-dire, une fois que tout ça est en place, on peut aussi mettre des processus automatisés pour pouvoir forcer la rétention d'informations d'importance pour vous, pour empêcher la suppression des données. Ou au contraire, je prends souvent l'exemple des données financières, on a légalement l'obligation d'avoir nos données financières pendant une durée de 7 ans. Ça, c'est face au gouvernement. Il y a bien des entreprises, au bout de 7 ans, vont chercher à se débarrasser de cette information-là pour ne plus être tenues responsables des données financières du passé, au-delà de 7 ans. Donc, on peut automatiser la suppression des données financières qui ont une étiquette, par exemple, de données financières au bout de 7 ans de façon automatique ou au moins avoir un rapport des informations qui ont atteint 7 ans et que vous puissiez décider si vous prenez ou pas action sur ces données-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a aussi des possibilités de gérer des records, des enregistrements quand vous avez des requis de conformité ou de régulation, soit pour des normes PCI ou autres. Et évidemment, il y a une console d'administration pour gérer Microsoft Purview. C'est complètement intégré dans la suite Microsoft 365. Console unifiée dans laquelle vous allez pouvoir voir la cartographie de vos informations, les logs d'activité sur les gens qui ont exfiltré des données ou pas, les partages qui ont été faits, etc. Il y a des outils de recherche avancés aussi. J'en passe un peu. On aura peut-être l'occasion, si le temps nous le permet, de regarder la console avec Sergio. Dernière information par rapport à la portion théorique, les considérations importantes. Première chose, Microsoft Purview est disponible avec une majorité de licences Microsoft 365. Donc, les chances sont que vous ayez déjà droit à une partie ou à la totalité des fonctionnalités que je vous ai parlé aujourd'hui. Je pense à la licence Business Premium, licence Microsoft 365 E3, E5, A3, A5 pour l'éducation, même la licence F3, qui est une licence pour des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs bureautiques, donne droit à l'utilisation d'étiquettes puis à certaines autres utilisations de Microsoft Purview. Donc, le problème que vous aurez n'est pas un problème de licence en général. Deuxième point, la paramétrisation est très flexible. Donc, les étiquettes que vous voulez créer, quelles actions vont être mises en place en termes de blocage d'exfiltration de données, quelles protections vous voulez mettre sur vos fichiers. Il y a énormément de latitude dans la plateforme pour être sûr de répondre à vos besoins d'affaires qui sont propres à vous puis différents de toutes les autres entreprises. Je veux mettre quand même un avertissement ici. Attention à la démarche que vous allez suivre pour déployer Microsoft Purview. Je l'ai dit tantôt, c'est une solution qui est quand même complexe. Pas complexe d'utilisation pour les utilisateurs. L'adoption est quand même assez facile, je dirais. Il y a une adoption à faire, mais c'est quand même assez facile. Mais d'un point de vue implémentation, il y a un bon niveau de complexité et il y a des pièges à éviter. Okay? Par exemple, là, les étiquettes, si vous découvrez ça dans votre environnement, une erreur à ne pas faire, c'est commencer à créer des étiquettes, puis essayer ça, puis en proposer à des utilisateurs, parce qu'une fois que les étiquettes ont commencé à être utilisées par des utilisateurs, de faire un retour arrière parce qu'on veut revoir les choses, bien, il y a des répercussions ou en tout cas, il y a des conséquences de ça. Okay? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais vous aurez tout avantage à bien réfléchir et planifier votre déploiement de solutions Microsoft Purview dans votre entreprise. Puis, dernier point pour vous dire que Microsoft Purview, c'est énormément de solutions. On a couvert que la portion protection des informations aujourd'hui, mais il y a énormément d'autres fonctionnalités qui viennent avec Microsoft Purview qu'on pourra avoir l'occasion d'échanger peut-être à un autre moment. Ce qui nous mène à nos cas d'utilisation avec Sergio.
Je vais passer la parole à Sergio qui a monté un environnement de lab avec différents postes de travail pour montrer un peu l'expérience entre différents utilisateurs, puis des tentatives d'exfiltration qui vont être bloquées par Microsoft Purview. Bonjour équipe, Sergio ici. Bonjour. OK. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'applique à toutes les personnes qui sont ici. Parce que toutes les personnes ont des Social Security Number, des Driver License et des informations personnelles. Et l'information que je vais enseigner aujourd'hui, vous pouvez utiliser dans votre propre vie comme personne naturelle ou comme entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a un Microsoft 365, c'est l'administrateur de votre compagnie, il applique pour tout vous. Et il y a une personne qui est l'administrateur ou le propriétaire de données, et il y a une autre personne qui est un coworker de cette compagnie. Dans ce côté-là, sera le propriétaire et dans ce côté-là, seront les employés. On va dire que le propriétaire, aujourd'hui, il travaille dans son propre machine. Ici, c'est une machine virtuelle et ici, c'est l'autre machine virtuelle. Et vous verrez la différence entre comment c'est la visualisation des propriétaires et la visualisation d'employés. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je suis le propriétaire et je travaille maintenant dans des données qui sont sensibles. Ici sont toutes vos bases de données de votre client. Les personnes qui te payent vos salaires, ils payent beaucoup de choses, et vous dites, OK, je vais protéger cette information avec que seulement les personnes de ma compagnie peuvent ouvrir cette compagnie. Qu'est-ce que la personne fera? Il appliquera une étiquette qui s'appelle internal. C'est-à-dire seulement les personnes de la compagnie, ils peuvent ouvrir ces documents. Et comme je suis le propriétaire, je ferme ces documents et je partis à ma maison. Mais il y a une autre personne de mon compagnie qui voit ces documents et il dit, oh, c'est intéressant, c'est information de notre client. Il va ouvrir les documents, mais quand il ouvre les documents, on va voir quelques secondes, quand il ouvre les documents, tu pourras voir que le document, il vient avec quelques protections. Pourquoi? Parce que l'équipe de propriétaire, il a protégé cette donnée et qu'est-ce qu'elle a dit? Comme tu peux voir, tous les documents sont gris. Vous ne pouvez changer l'information. OK, je ne peux changer, mais je vais copier toutes ces données, mais je ne peux pas copier, je ne peux pas couper, je ne peux pas faire rien. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le snipping tool. Parce que c'est normalement, la personne dit, oh, c'est information sensible, sont tous les cartes de crédit de cette personne, et je vais prendre l'image avec ces données. Immédiatement, l'image, il devient noire. Il ne peut pas prendre une capture d'écran. Les choses que Microsoft n'a pas pu faire, c'est que vous prendrez votre mobile et prendre les photos. Parce que c'est très difficile de ça. Microsoft travaille sur ça. OK, qu'est-ce que je vais prendre et je vais imprimer? Je ne peux pas imprimer le document. Je ne peux enregistrer une copie de ce document. Comme travailleur de cette compagnie, ce groupe-là, qui sont les employés, ils seulement peuvent voir l'information, les données, mais ils ne peuvent pas les filtrer. C'est une bonne chose pour la protection. On va dire que ces personnes disent, OK, c'est parce que j'utilise le laptop de mon compagnie. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais la filtration de ces fichiers dans mon ordinateur personnel? On va voir. On va coller. Et je vais ouvrir ce document, mais dans un autre ordinateur, l'ordinateur personnel. Je vais essayer, et la première chose qu'il va dire, il peut être le hacker qui prend vos données, il va dire qui est vous. Oh, il me demande qui est moi, et je dirai sergio.londono@iti.ca. En théorie, il va dire qu'on ne peut pas ouvrir ce fichier. Pourquoi? Parce que je suis une personne à l'extérieur de ces compagnies. De cette manière, si quelque jour vous avez donné dans SharePoint, dans votre on-premise file share, si quelque personne prend ces données et il prend les données à l'extérieur, il ne peut pas les ouvrir. C'est la première façon qu'on protège vos données avec les étiquettes de confidentialité. On va dire que le propriétaire dit, non, mais je veux soit que les employés ils peuvent modifier les fichiers.
Il peut modifier les fichiers. On va dire que on va appliquer une autre étiquette que ce n'est pas internal, il sera général. Dans général, je seulement dis, OK, tout le monde le peut ouvrir, sans problème. Il me demande pourquoi vous voulez réduire la protection de ce type de fichier. Et je dois expliquer. C'est parce que je veux. OK? Ou je veux, excusez-moi pour mon français, je veux. OK? Et je sauvegarde ce fichier, je ferme le fichier, et je pars à ma maison, mais l'autre employé, il peut accéder dans les données. Regarde-toi qu'on a changé le contrôle que le propriétaire a fait. Avant, tout ce contrôle, il a été gris. Aujourd'hui, je peux changer ce type de contrôle, comme tu peux voir ici. Et si j'ai essayé de copier, je peux copier. Pourquoi? Parce que le propriétaire a dit que les employés, ils peuvent modifier les données. Mais le problème, c'est que ces fichiers contiennent information sensible, comme les Social Security Number, Credit Card Information. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser la compagnie. Je vais partir à une autre compagnie et je vais mover ces fichiers dans mon Google Drive personnel. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Attendez-moi quelques secondes. Copie, parce que le propriétaire a dit, vous pouvez copier, mais vous pouvez copier information qui n'est pas sensible. L'information qui est sensible, vous pouvez bloquer. On va créer un nouvel document ici, et on va essayer de coller les données. CTRL-V. Immédiatement, j'ai reçu ce message qui dit « Protection contre la perte de données de Microsoft Purview ». C'est-à-dire que je ne peux copier information personnelle ou information sensible et poser cette information à l'extérieur dans mon stockage personnel. Pourquoi? Parce qu'il contient information sensible. OK, je dois dire annuler. OK, qu'est-ce autre chose je peux faire? Je peux essayer de télécharger ce document. On va télécharger. Il dit, votre organisation a protégé le contenu que vous essayez de télécharger. Pourquoi? Parce que Microsoft, automatiquement, il a détecté que les fichiers contiennent information sensible et quand vous essayez de poser ou de sauvegarder, enregistrer ces données dans votre serveur personnel, il dit, vous ne pouvez faire ça. Si vous connectez une USB dans ce laptop, je ne peux pas mover ces données dans ces USB. OK? On fait quelques exercices d'exfiltration de données. L'autre chose qu'on va faire sera, OK, je vais dire à une autre personne, OK, ici, vous savez, les employés et les propriétaires. Les propriétaires, on a dans Microsoft Teams et on parle de quelque chose, de la famille, de les vacances, mais quelques jours, la personne va dire, on va partager des données sensibles. OK, on va écrire quelque chose qui sont sensibles. Hein? Il envoie le message, et quand il envoie le message, immédiatement, vous pouvez voir qu'il dit, this message has been flagged, it has been blocked. Pourquoi? Parce que les données sont sensibles. Microsoft, il s'appelle DLP pour Microsoft Teams. Quand on active ce type de fonctionnalité, les données que vous écrivez à l'intérieur de Microsoft, qui contiennent Social Security Number, Driver License, il bloque ce type d'information et il génère des logs pour les administrateurs. C'est pour la protection des données dans Microsoft Teams. OK? Quelque chose, Charles, pour ajouter? Non, je pense que c'est complet. Je remarque par contre que le message a traversé de l'autre côté, ce qui représente pas le comportement habituel même qu'on a pu tester. Alors là, il y a peut-être une petite situation ici au niveau de nos configurations, mais normalement, le message ne traverse pas vers l'autre utilisateur. Oui. Une autre chose qui se passe quand vos employés ils veulent filtrer données et Microsoft, et vous appliquez Microsoft Purview, Microsoft a la capacité de lire l'intérieur du document. Mais l'employé doit filtrer quelques données qui sont sensibles et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer les passwords
Qui est l'unique personne qui connaît les passwords? L'employé. Microsoft, il ne peut accéder à ce type de données. Qu'est-ce que se passera? Si l'employé essayait d'exfiltrer ces données dans son stockage personnel, immédiatement, il est bloqué. Exfiltration password protected. L'exfiltration de données avec mot passé, c'est interdit. Vous ne pouvez pas mover ces données qui sont sensibles. C'est-à-dire qu'avec Microsoft Purview, vous avez le contrôle de tous vos employés, quelles sont les données qu'ils peuvent mover à l'extérieur, que vous ne contrôlerez pas. OK? On va continuer avec la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est normalement le courriel. Et je crois que tout le monde utilise le courriel ici, minimum 5 heures par jour. Et dans le courriel, vous pouvez voir que c'est le milieu pas sécuritaire pour transférer information sensible. Vous pouvez, à l'avenir, parce qu'il passe, vous direz que cet email sera seulement un email à l'intérieur de l'organisation. Et quand vous envoyez ce courriel, on va envoyer ce courriel dans une personne de mon organisation, on passera quelque chose et on va dire les personnes à faire. C'est comme en Microsoft, 10 000 personnes à l'extérieur. On va envoyer un courriel. Normalement, quand vous envoyez un courriel, vous ne protégez pas le courriel. Vous seulement écrivez l'information et vous envoyez le courriel. Qu'est-ce que se passe? Comme vous pouvez voir, vous êtes le propriétaire du courriel et vous avez partagé information que c'est très sensible avec une autre personne. Quand vous avez partagé cette information, on va ouvrir le courriel ici. Vous, comme propriétaire, vous avez le contrôle de ce courriel. Quand on dit que vous avez le contrôle de ce courriel, c'est que le propriétaire a dit, OK, vous pouvez recevoir ce courriel. Qu'est-ce qu'on voit en première? Le courriel, il vient avec le symbole verrouillé, ou lock symbol. Il dit que le courriel a été chiffré. De cette manière, tu garantis que ce courriel n'est pas modifié pendant le transit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous essayez d'ouvrir ce courriel, on va voir, le propriétaire a bloqué quelques fonctionnalités. Quelles sont les fonctionnalités qu'il a bloquées? Je ne peux pas transférer ce courriel. Je ne peux pas transférer cette liste de personnes qu'on va laisser dans la compagnie. On ne peut pas transférer. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. OK, on va copier. Je ne peux pas copier le courriel. OK, on va sauvegarder ou enregistrer un MSG. Avec l'information sensible, c'est très important que vous devez savoir user l'information sensible. C'est important qu'il n'y a pas de copies dans l'information. C'est pour ça qu'enregistrer sous, ce n'est pas activé. Vous ne pouvez pas mover ce courriel dans SharePoint ou dans OneDrive. Et vous ne pouvez pas l'imprimer. Pourquoi? Parce que si la personne a des problèmes pour faire l'exfiltration, qu'est-ce qu'il fera? On va imprimer, on va poser dans le dossier et je prendrai cette information à ma maison. Et c'est les choses qu'on évite. Qu'est-ce que se passe avec ce courriel? La personne, il peut le lire, c'est dans son boîte de lettres, il ne peut pas faire aucune autre chose. Il seulement peut lire et prendre les photos, malheureusement. OK? On va voir l'autre courriel. On va dire que, rappelez-toi que le courriel a été internal. Si quelques personnes, si j'ai par erreur, parce qu'il passe, j'ai par erreur posé une personne que c'est de autre domaine de mon compagnie, il ne peut pas ouvrir ce courriel. Il dira, vous n'avez pas la permission. Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour l'autre exercice? OK. On va faire l'exfiltration parce qu'il passe beaucoup. On a un Social Security Number, une assurance sociale. On va dire check this information. Et on va dire que bonjour, est-ce que tu peux voir cette information? Bonjour, information. Automatiquement, il doit, Microsoft détecter qu'il contient information sensible. Il me doit dire que l'information, j'envoie information sensible à l'extérieur
Et il doit me donner une chose qui s'appelle conseil. On va voir dans l'autre côté, parce que dans ce côté ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais, copie, coller, et on va donner ce courriel à l'extérieur. OK? Dans ce cas, il travaille et vous pouvez voir que, comme administrateur, il a dit que vous êtes en train de filtrer information sensible. C'est pour l'employé que c'est là qu'il n'a pas aucune idée qu'est-ce que c'est information sensible, pourquoi il ne partage les informations. Il dit, oh, il les conseille. Ici, il dit, OK, c'est le match. C'est un message 100% personnalisé. Vous pouvez customiser ces messages pour dire, regarde, vous êtes en train de filtrer information sensible. Est-ce que vous êtes sûr? Si j'essayais de voir ce type d'information, il me dit, vous ne pouvez pas envoyer ce courriel parce que c'est information sensible. Et si vous devez expliquer à l'employé pourquoi est-ce que le courriel a été bloqué, il y a une chose que c'est en savoir plus. Et ici sera votre web page que le donnera l'information à la personne pour voir ce type d'information. On va essayer un autre courriel qu'il s'applique beaucoup pour les call centers, que part avec votre utilisateur final. OK. Parce qu'on a seulement 3 minutes. Donne-moi. OK. On va voir l'autre chose. Rappelle-toi qu'on a dit qu'ici, on a le laptop ou l'ordinateur qui a été donné par l'organisation. Ce laptop, j'ai accédé dans SharePoint et je peux synchroniser ce site sans problème. Si j'ai essayé de download ou d'imprimer ce type de document, j'ai aucune restriction. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler sur le laptop que l'équipe de TI m'a donné. Mais si quelques jours, ou un hacker, il essayait d'accéder dans le SharePoint légal ou dans la SharePoint d'IT, vous pouvez accéder sans aucun problème. Mais si j'essayais de faire les mêmes choses avec un ordinateur, ici c'est mon ordinateur personnel, avec un ordinateur personnel, vous verrez que c'est totalement différent. On va voir SharePoint, cliquez, ici c'est le SharePoint, et je vais accéder dans le site de TI. Si je clique dans le site de TI, vous pouvez voir qu'immédiatement, il reconnaît que j'ai accédé les données avec un ordinateur que ce n'est pas connu. C'est un ordinateur inconnu. Comme c'est un ordinateur inconnu, vous ne pouvez télécharger, vous ne pouvez imprimer et vous ne pouvez synchroniser les données de ce SharePoint sur votre laptop personnel. C'est la manière de protéger. Et si c'est très sensible l'information que vous êtes en train de travailler, on va dire l'équipe légale. Dans l'équipe légale, on dit ici, où c'est légal? Légal, c'est ici. Si je ne connais pas l'ordinateur, il va dire que vous ne pouvez pas accéder. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'appareil que tu utilises pour accéder dans tous les contrats, dans les investigations privées, dans les choses qui sont internes. Ici, j'ai préparé beaucoup de choses. Malheureusement, le temps c'est short. C'est pour ça qu'on aura une autre réunion à l'avenir. On parlera de user vos données. Et on parle aujourd'hui de protection des données, prévention contre la perte de données et les laptops qu'on ne connaît pas. OK? C'est tout. Merci, Sergio. Il nous reste peu de temps. C'est très short, excusez-moi. Sinon, on upload beaucoup d'exemples, mais le temps c'est short. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'on a essayé de vous partager, c'est qu'il existe maintenant des solutions matures, efficaces et de l'expertise pour vous aider à reprendre le contrôle. Là, le temps nous a manqué beaucoup.
Il nous reste à peine 1 ou 2 minutes pour des questions. Donc, on peut peut-être en prendre 1 ou 2, mais quand même vous dire qu'il y a une salle ici au fond à droite qui est la salle 515C. On savait qu'on allait être serré dans le temps. On a réservé la salle de 14h à 14h45 pour vous recevoir si vous avez des questions. Sergio va être là avec l'équipe. On aura aussi Carl, qui est un collaborateur externe qui est spécialisé sur les aspects de gouvernance de la loi 25, puis d'autres membres de l'équipe qui vont être là pour répondre à vos questions. Puis dans cette salle-là, il y a aussi un projecteur et Sergio va pouvoir connecter son environnement de démonstration pour vous montrer davantage d'exemples de blocage d'exfiltration, puis il va pouvoir le faire de façon un peu plus personnalisée en fonction de vos questions. Donc, est-ce qu'on a une question ou deux peut-être avant de terminer? Je pense qu'on est tout juste, mais on peut quand même se permettre ça. Oui, monsieur. Oui. Oui, le fichier reste chiffré. Hein. Ultimement, le fichier est chiffré. Puis pour pouvoir lui avoir accès, il faut venir réclamer auprès de votre environnement 365 une clé de déchiffrement temporaire pour le fichier. Peu importe ce qu'on fait avec le fichier, il va toujours être protégé. Il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Lorsque Sergio a fait la démonstration avec le Sniping Tool, Oui. Il a lancé le Sniping Tool à partir de l'instance où le fichier, il a Oui. essayé d'ouvrir le fichier. Oui, oui, oui. Il a été dans les propres laptops pour le Snipping Tube. Si vous faites avec RDP, vous pouvez prendre l'image. C'était la question? Oui, mais si vous êtes en train d'accéder de manière remote, C'est ça. parce que Donc, Microsoft, c'est dans le système d'exploitation qu'il détecte que vous êtes en train de prendre l'écran. la bonne façon serait de bloquer les connexions RDP sur les postes, mais on arrive un peu toujours au même problème où, le moindrement qu'on a une vue externe, même un écran, on peut prendre une photo carrément de l'écran. Ça complique. Sergio, la question est Non, bonne? dans les screenshots, il sera protégé avec une chose qui s'appelle Ad Protection Policies. Si vous essayez, c'est Intune, si vous essayez de prendre des screenshots avec votre mobile, ce n'est pas possible. Si vous protégez avec Intune votre device. Peut-être une dernière question? Oui. Oui, monsieur. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Si jamais je scanne, je prends une photo d'un permis de conduire, par exemple, Oui, est-ce que le système est capable de comprendre que c'est une photo? tout à fait. Il y a un OCR intégré qui va analyser les données dans la photo. Et Parfait. pour le OCR, Microsoft a lancé ce produit d'OCR quelques mois en avant, parce qu'avant, c'est seulement les textes. Mais aujourd'hui, avec la prévention des pertes de données, il analyse l'image. Et s'il détecte le permis de conduire, et s'il match la configuration que vous avez faite, il est bloqué. Ou bloqué ou partagé, peut-être les configurations que vous avez faites.